Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte. Paraculte, c'est un podcast où on vous parle des choses qu'on a aimées en pop culture. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve mon compère Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, je suis partout, je suis encore là. Et bon, salut à tous. Effectivement, salut à tous, merci beaucoup de nous écouter, d'écouter les épisodes les uns après les autres, ça fait évidemment très très plaisir de continuer à faire Paraculte, de parler des choses qui nous ont plu. On peut aussi vous rappeler, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, qu'on fait un autre podcast qui s'appelle Tech Café, où on vous résume l'actu tech semaine après semaine et on vous donne un petit peu nos regards critiques avec des analyses, notamment sur les enjeux de société pour la tech. Mais là, on va vous parler, alors moi j'ai retenu ça comme ça, mais malheureusement c'est peut-être un peu trop caricatural. On va vous parler de choses bizarres. Moi je vais vous parler dans un second temps de VOA, la série de Netflix qui est arrêtée, je le dis tout de suite, mais on parlera justement de cet arrêt. Et toi Guillaume, tu vas nous parler de... Alors moi en particulier, j'aimerais vous parler de Soil et Wet Moon aussi. Donc, enfin, si j'ai un peu de temps, mais bon, comme je parle en premier, en fait, je vais voir si j'espère pas trop déborder. Bah, prends ton temps, parce que VOA, il n'y a pas des dizaines de choses à dire non plus. J'ai évidemment des petites choses à relayer. Alors j'en profitais pour parler un petit peu d'Atsushi Kaneko en général, alors. Eh ben voilà, n'hésite pas. Par contre, tu m'as dit du coup qu'on était sur quelque chose de lynchien, et tu vois, pour moi, lynchien, c'est bizarre. Et donc, bizarre, ça m'a évoqué VOA, mais j'ai été évidemment peut-être trop loin dans ma réflexion. Ah, c'est compliqué. Bah, lynchien, c'est vrai que c'est un terme qui est vachement utilisé un peu tout le temps, et bon, normalement, c'est juste, ça fait référence à des trucs de David Lynch. Pour le cas de Soil, je pense que c'est à peu près vrai, parce qu'il y a quand même ce décalage entre le banal et le macabre, tu vois, cette désagrégation de la réalité aussi, cette espèce d'aspect un petit peu onirique comme ça, qui prend de plus en plus de onirique et psychologique, voilà, qui prend de plus en plus de place. Enfin, moi j'ai l'impression que ça colle. Après, bon, pour Zoyo, je n'ai aucune idée, hein, on en discutera après. Mais donc ouais, moi je voulais parler d'Atsushi Kaneko, donc c'est un mangaka qui est né en 66. Il a fait deux mangas qui sont très connus, enfin je crois assez connus, c'est Bambi et Defco, donc des succès hein, si je m'abuse. Et donc si je mentionne Katsushi est né en 66, bon déjà c'est une info Wikipédia, c'est vrai, mais c'est aussi que pendant sa jeunesse, donc dans les années 70-80, il est friand de culture anglo-saxonne de cette époque, et ça se ressent énormément. Donc il est énormément influencé par la culture punk en plus de l'époque, hein, donc après il ira plutôt vers le garage, le noise, donc c'est vraiment c'est assez arty côté cinéma aussi, hein, puisque très jeune il voit des blockbusters américains, bien sûr, mais il se tourne vers Kubrick, tu vois, ou des réalisateurs japonais plus anciens, et voilà, il se forge ses références un petit peu comme ça. Et en sortant de l'université, il voulait travailler dans le cinéma. Et au Japon, comme partout, et peut-être encore plus que partout, c'est long et compliqué de faire un film. Il y a quand même une hiérarchie très lourde. Bon, d'abord tes seconds assistants, puis tes premiers assistants, puis après tu peux toucher le montage, puis au bout de 10 ou 20 ans, tu peux peut-être tenter d'espérer réaliser ton premier film, sans compter les contraintes de prod et budgétaires, bien entendu. Hein. Donc tout ça, c'est long, c'est très lourd, c'est trop lourd pour lui. Et du coup, le manga lui apparaît comme un moyen de se faire des films, tout seul, tranquille. Et donc, c'est pas étonnant que Kaneko fasse des BD qui soient très cinématographiques, avec des cadrages qui sont très étudiés, et un style qui est très occidental, en fait. Donc, Bambi, 97, je crois, hein, donc, a un côté punk très assumé. Donc, Bambi, ça fait référence à Qui a tué Bambi. C'est un des titres des Sex Pistols. Et donc, c'est un manga qui a pas de trame, vraiment, en fait, hein, ce qui est un style très comics, qui a été comparé à Jamie Hewlett. Alors moi je connaissais pas perso, mais il a fait Tank Girl et s'occupe du graphisme de Gorillaz, si vous voyez. Et oui. Aussi, il fait référence aussi à Tarantino d'ailleurs pour Bambi. Quant à Defco, bon c'est son dernier, je crois, qui date de 2016, hein, et donc c'est un truc qui est tout un aplat, avec du noir, du blanc, et une couleur vraiment unique. Enfin, il y a une couleur unique dedans. Donc c'est un style vraiment très marqué. Et alors, c'est des deux BD que j'ai pas lues en fait, hein, mais elles sont bourrées d'action, de style, enfin j'ai lu quelques passages, mais je peux pas vraiment me dire que j'ai lu ces trucs-là, complètement. Donc c'est des trucs vraiment très stylés, ça tourne autour des personnages, vraiment. Tu vois, l'histoire est en mode écriture automatique un peu, hein, c'est un auteur qui l'a voulu, hein. Les persos sont au centre et l'histoire sert de décor. De faire valoir en quelque sorte. Alors perso, moi ça m'a pas attiré plus que ça, honnêtement, et c'est vrai. Et j'ai préféré un petit peu l'autre côté de Kaneko, qui est plus cinématographique, de Soil et Wet Moon. Alors graphiquement, c'est deux salles, deux ambiances, hein, puisque le premier fait penser plutôt à un comics ND, et avec beaucoup de lignes dures, des persos réalistes, dessinés de manière très peu flatteuse. Et le second, par contre, c'est littéralement le film noir, quoi. Dans un style qui a été comparé à Charles Byrne, qui a fait Black Hole aussi, que j'avais lu il y a longtemps, hein, si ça vous dit quelque chose.
Et bon, Kaneko dessine en musique d'ailleurs, hein, et il l'a dit dans des interviews, il dit il dessine en musique, et il révèle que pour Bambi, il écoutait The Cramps, et du rockabilly, et pour Wet Moon, il écoutait du mambo, et pour Soil, il écoutait du noise. Bon, voilà. Perso, j'ai découvert... C'est sympa ces références musicales par rapport à la production de quelqu'un, je trouve ça toujours très cool. Ouais, c'est vraiment très cool. Alors j'ai découvert ce que c'était avec l'interview. Alors c'est une interview que j'ai lue dans Atom, si vous voulez la lire. Voilà, il suffit de retrouver le Atom qui va bien. Donc j'ai oublié de noter le numéro, désolé, mais bon voilà, je chercherai. Et donc il semble que ce soit voilà une manière de faire de la musique avec des bruits colorés. C'est très alternatif le noise, hein. C'est très très spécial le noise, je connaissais pas du tout, hein, vraiment. Disons que bon, si mon modem voulait déclarer sa flamme à la mer porteuse, ça ressemblerait sans doute à ce genre de truc, quoi, le noise. Mais bon, bref, on s'égare du sujet. Donc Soil, c'est quoi ? Ben, c'est une enquête policière, hein, ça se passe à Soil, Newtown. Alors Newtown parce que Soil, c'est une ville nouvelle. Donc c'est une ville qui a été construite à partir de rien, à un moment de la bulle financière au Japon, et quelques milliers de maisons ont été construites avant que l'argent ne vienne à manquer, et qu'on abandonne finalement les derniers bâtiments qui sont à moitié finis comme ça au Aozabor, à la périphérie de la maison de la ville. Donc Soil n'aura donc pas d'hôpital, pas de centre commercial, mais il y a quand même 15 000 personnes qui vont vivre dans cette cité qui est résidentielle, purement résidentielle, où toutes les maisons se ressemblent, où tout est carré, tout est propre, tout est quasi neuf en plus. Et donc Soil, c'est un microcosme, un peu isolé, avec une seule route qui y mène, et des terrains vagues tout autour. Et bon, à Soil, évidemment, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, tout le monde est heureux, et ça se voit par la profusion incroyable de fleurs qu'il y a devant chaque maison, et qui, voilà, comme le dentiste, c'est le dentiste, c'est aussi le syndic de la ville, hein. En gros, autoproclamé, il clame tout le temps que les fleurs représentent le bonheur de Soil. Et d'ailleurs, il s'en assure même, il s'assure même que la pression sociale générale étouffante du lieu et cet esprit de clan qui s'y est développé, ça aussi, ça soit bien, bien. Alors, les gens de Soil se méfient beaucoup des étrangers, en fait. Voilà, c'est vraiment un microcosme et tout le monde file droit. Alors, un jour, ou plutôt une nuit, c'est le blackout. Alors je sais, un blackout, c'est mieux pendant la nuit. Donc c'est la nuit, le pylône qui alimente la ville est tombé sur la route. Il y a un gros pylône électrique. Donc il fait complètement noir pendant quelques minutes. Ça ne dure pas très longtemps. Mais bon, les événements de cette nuit-là vont être le début d'une cascade de phénomènes qui petit à petit vont faire craquer tout le vernis de Soil. À cette nuit-là, il y a une famille qui disparaît. Une famille entière. C'est une adolescente et ses deux parents qui vont se volatiliser. Alors c'est plutôt grave quand même. Alors pour enquêter, on appelle des étrangers, des flics de la ville voisine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ils ont pas l'air d'être des vainqueurs, quoi. Hein. Donc il y a Onoda, qui est une jeune femme complexée, tout juste intégrée au commissariat, et il y a Yokoi, un vieil inspecteur infect, vulgaire et misogyne, et complètement je m'en foutiste. Puis il y a Tamura, qui est tellement stupide qu'on a envie de le taper à chaque fois qu'il apparaît. Bon, c'est vrai que c'est très très mal parti. D'autant que le cas... Ça a pas l'air d'être effectivement des rockstars de l'enquête. Ouf, non, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Et le cas en plus est très spécial, parce que non seulement la famille semble s'être volatilisée en plein milieu du dîner, mais en plus, dans la chambre de la fille, on trouve une colonne de sel. Une colonne énorme qui monte près jusqu'au plafond. Enfin, énorme, elle est grosse, hein, mais elle est quand même moins énorme que celle qu'on trouve devant le lycée. Puisque là, c'est carrément une colline de sel, très étrange, qui est apparue comme ça dans la nuit. Et en plus, ce sel, c'est de l'halite. C'est un sel marin fossile. Donc en gros, il y a un bon gros mystère qu'on tient là, et sans compter que bien sûr, Soil est une ville artificielle, dans tous les sens du terme en fait. L'harmonie est artificielle, tout le monde a des secrets, donc tout le monde est vulnérable face au Big Brother de la ville, qui est lui-même, et pas le dernier à avoir des choses à cacher, ce fameux dentiste. Et donc la famille Suzushiro, qui a disparu, en fait, elle n'est pas la seule à avoir disparu. Il y a aussi Kento, qui est un jeune garçon, qui lui aussi est introuvable. Voilà, alors après, il y a d'autres persos tout aussi étranges, donc qui est la mamie au chat au visage à moitié cramé, qui campe à la lisière de la ville, qui est ce maboule avec un sabre et un bandeau sur les yeux. Voilà, donc en gros, si Bambi et Defco, les personnages sont au centre, là, Kaneko a voulu vraiment raconter une histoire complexe avec des persos qui sont là pour la faire avancer, quoi. Et Soil devient un lieu de plus en plus étrange au fur et à mesure que l'intrigue avance. Donc c'est là qu'il y a le parallèle avec David Lynch, parce que il y a un côté Blue Velvet à Soil. C'est cette banalité anxiogène, et cette réalité qui s'effrite petit à petit, qui brouille toujours un peu plus la réalité, la frontière entre la réalité et le fantasme, et même entre plusieurs époques en fait, puisque Yokoi, pour odieux qu'il soit, il a aussi un passé, donc il a enquêté longtemps sur une affaire qui est... Alors, avant tous ces événements, il a enquêté sur une affaire qui finalement se révélera reliée, et qu'il avait à l'époque complètement échoué à résoudre.
Donc sur la fin, Soil part quand même très loin dans le trip, un trip étouffant et malsain, et il se libère petit à petit, comme les habitants, surtout les enfants, d'ailleurs, vers un exutoire violent et primal qui mêle un peu métaphysique, SF et roman policier. Donc c'est un voyage assez éprouvant, mais tout au long, tu le lâches pas parce que tu veux savoir, quoi. Tu veux comprendre. Le récit s'accroche, et même les persos qui sont en fait très humains, qui sont toujours très humains, deviennent vraiment attachants, sauf Tamura, que j'ai toujours envie de taper. Voilà, Soil a été adapté en drama d'ailleurs, donc voilà, en live, et d'ailleurs Kaneko a aussi fait ses débuts au cinéma avec un segment de Rampeau Noir. Donc il a finalement réussi, même si Wet Moon en fait pourrait être considéré comme son premier film, cet autre manga là, donc parce que en fait, donc ça c'était Soil, si je peux... Et si on peut peut-être juste reboucler sur Soil, il y a donc 9 tomes, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Fait, oui. Et ça boucle l'histoire. Et est-ce que finalement ce blackout au début est central, et est-ce qu'on va derrière cet événement un peu intrigant et derrière ce qui en a découlé, est-ce qu'on a des explications à la fin? Ouais, à la fin, si tu veux, on part vraiment dans le métaphysique. Spoiler, on part vraiment dans le métaphysique. Il y a des explications quelque part, mais ok. Ouais, c'est plus le voyage. C'est pas l'intérêt en fait. Non, c'est pas vraiment l'intérêt, ouais, effectivement. Effectivement, c'est pas forcément l'intérêt de savoir exactement ce qui s'est passé avec un truc. Mais bon, oui, l'histoire se développe. Ok. Peut-être un peu trop, et bon. Bon, on va pas spoil Soil plus que ça, et on va donc parler aussi de Wet Moon. Ouais, il me reste quelques minutes pour parler de Wet Moon. Wet Moon, à l'origine, c'est une proposition de long métrage, donc par le réalisateur de Rampeau Noir, qui est une sorte de compile court métrage fantastique. Rampeau Noir, c'est fantastique horreur un peu. C'est basé sur les histoires d'Edogawa Ranpo, qui est un auteur majeur du roman policier au Japon. Et donc Wet Moon s'inscrit lui totalement dans le film noir. C'est même dans le Nikkatsu noir, ce label de film policier à l'américaine. Qui s'est inscrit, donc ça s'appelle Nikkatsu parce que ça a été produit par la Nikkatsu, donc dans les années 50-60. Donc on y retrouve un flic amnésique suite à une blessure qui lui laisse un bout de métal dans la tête, et des grosses migraines, des migraines carabinées. Bon, c'est même pire que ça en fait, puisqu'il a carrément des absences. C'est-à-dire qu'il a une crise, il se réveille ailleurs. Il sait pas ni où, ni même quand en fait. Donc le mec est perturbé, sa mémoire est en vrac. Donc ses collègues, est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Il doit retrouver une femme à tout prix, mais qui est-elle? C'est une femme en rouge. Voilà, c'est un polar rétro. Lynchien aussi, je trouve, parce que tu sais pas exactement si le mec hallucine, tu sais pas exactement... tu sais pas à quel moment ça se passe aussi. Il y a des mélanges temporels qui sont assez incroyables. Le héros perd pied, et nous aussi en fait. Voilà. Donc Wet Moon est plus court que Soil. D'ailleurs, si vous voulez essayer, c'est 3 tomes chez Casterman. C'est 11 tomes chez Akama. Alors moi j'avais noté 11 tomes chez Ankama pour Soil. Mais peut-être qu'il y a une autre édition. J'ai vu 9, mais je me suis peut-être trompé. Peut-être qu'il y a plusieurs éditions, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'est vrai que Wet Moon est peut-être plus accessible, comme un bon gros film, en fait, alors que Soil se lit plus comme une série. Bon, évidemment, je pourrais dire une série Twin Peaks, mais ça serait un peu facile. En tout cas, les deux sont excellents. Soil a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et a été nominé à Angoulême. Et Wet Moon aussi, 2 ans plus tard d'ailleurs, donc je pense que c'est des valeurs sûres, à mon avis. Si vous aimez le style, évidemment, parce que c'est quand même très très marqué, quoi. Ouais, c'est très marqué. Moi, je regarde en même temps que tu décris les mangas sur Google Images. Bêtement, je regarde des planches. Ça m'a l'air effectivement très cinématographique et j'aime beaucoup le tracé. Effectivement, il faut voir s'il y a ce côté un peu dérangeant qui pourrait plaire aux auditeurs. Bah, vous nous direz de toute façon. Moi, c'est vrai que ce côté dérangeant et ce côté réalité oppressante qu'on n'arrive pas bien à saisir, que je caricature peut-être comme étant des éléments lynchiens, ça m'a inspiré quand tu m'en avais parlé l'autre jour. Donc de VOA, alors tu me disais juste avant l'épisode que tu as regardé les 2 premiers épisodes, c'est ça, de la saison 1? Oui, par ta faute, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de VOA. Ouais, alors j'ai pas eu le temps d'en regarder plus pour le moment. Et effectivement, je vais avoir beaucoup de mal à me faire une idée. Je déteste pas pour le moment, en tout cas. Je veux dire, je trouve que voilà, il y a un mystère, on a envie de savoir ce qui s'est passé. C'est très énigmatique, elle est très énigmatique, The OA, d'ailleurs je sais toujours pas ce que ça veut dire, The OA, The OA, je sais pas ce que c'est, ou The AO, ça dépend de la version que tu as d'ailleurs, mais oui, c'est vrai que, pour le coup, c'est un mystère, j'ai envie de savoir, mais j'ai vraiment aucune idée de où ça va, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est très très... pour l'instant, les 2 premiers épisodes, j'ai l'impression que c'est un truc sur le syndrome de Stockholm,
Oui, Mais ben, c'est peut-être pas très loin, effectivement. Mais voilà, c'est peut-être aussi un truc sur les NDE. Bon, voilà, il y a beaucoup de Bah, choses. il y a un peu tout ça, justement. Il y a un peu tout ça. Et c'est pour ça que ça me plaît, mais t'as bien cerné, je pense, la série. Je le dis d'entrée de jeu parce que je voudrais pas créer des déceptions et emmener vers des terrains d'envie les auditeurs qui pourraient être déçus. C'est une série qui est arrêtée par Netflix. Il y a eu que 2 saisons. Et vous allez voir que je la recommande malgré tout. Et elle m'a malgré tout beaucoup plu. Et vous allez voir que cet arrêt est aussi un sujet dont on pourra parler. Alors, effectivement, remettons les choses dans leur contexte. C'est une série qui est arrivée pour sa première saison en 2016, signé Netflix. Allez, dans les catégories, on le classe dans le fantastique, dans le thriller, en tout cas dans le bizarre. Et ça a été créé alors par 2 personnes, et l'un des co-créateurs, c'est Brit Marling, qui joue le personnage principal. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, qui joue Prairie Johnson. C'est une série donc de 2 saisons de 8 épisodes chacun. Le postulat de départ, c'est donc ce personnage, Prairie Johnson, qui revient après 7 années d'absence. Alors, elle révèle pas tout de suite ce qui lui est arrivé au service d'urgence. On sent qu'elle a un petit peu de mal à communiquer. Il y a un point très important, c'est que avant qu'elle disparaisse, elle était aveugle, et quand elle revient, elle a retrouvé la vue. Donc il y a un côté quand même un peu intriguant dans cette histoire. Et finalement, ça va tourner toute la série, et en particulier la première saison, va tourner autour de son témoignage sur ce qu'elle a vécu. Donc on alterne entre son retour, les moments où elle raconte, les moments où elle rencontre d'autres personnes, et ce qu'elle témoigne d'effectivement sa captivité. Alors j'avance un petit peu dans l'histoire au-delà des premiers épisodes, mais tu parles du syndrome de Stockholm. Voilà, on se doute un petit peu qu'elle a été retenue, tu vois, à un moment, parce que c'est vrai qu'au début... Alors au début, elle fait quand même... c'est un spoil, c'est un mini-spoil, c'est les premières secondes, elle fait une tentative de suicide, quand même. C'est ça, ouais, elle se jette du haut d'un pont, si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs. Ouais. Et alors, c'est du coup, je m'autorise un autre semi-spoil en disant qu'effectivement, il y a cette captivité qui est animée par une autre personne, qui est un acteur phare. L'autre acteur phare de la série, c'est Jason Isaacs. Pour la petite anecdote, il interprète Lucius Malfoy dans Harry Potter, même s'il a pas trop le même visage, sa coiffure évidemment pas la même. Et c'est l'autre personnage de la série qui est un peu central, mais qui est aussi quelque part un peu l'antithèse de Prairie. Et qui évidemment joue un rôle hyper important. Alors donc ça se passe autour de ce qu'elle a vécu par le biais de son témoignage ou de flashback, on sait pas trop la manière de ces tournées, et du fait qu'elle raconte sa captivité à plusieurs personnes qu'elle rassemble autour d'elle, qui sont très différentes, qui sont des personnalités très très différentes. Et on a la saison 2 qui est sortie 2 ans après la première saison, donc on sent que c'était le genre de contenu qu'ils avaient envie de prendre le temps de bosser, tu vois, ils se sont pas jetés sur une opportunité commerciale en lançant tout de suite après la première année la suite. Alors pareil, au début ça se passe en 2016, et pour la petite anecdote, elle dit que c'est Barack Obama le président, tu vois, une personne du service hospitalier lui demande quelle date sommes-nous et qui est le président, elle dit Barack Obama. Et on voit derrière des écrans qui indiquent que c'est Joe Biden qui a été élu président. Donc tu vois, ils avaient raison avant l'heure dans VOA, dans la saison 2. C'est prophétique. Ouais. Mais, c'est comme presque quoi, prophétique. Personne pouvait imaginer ce qui s'est passé. C'est vrai, ça paraissait tellement improbable. Quoique, alors vous allez voir que ces notions de la réalité de la série, moi, me captivent. En tout cas, on suit dans la saison 2 une réalité alternative. Là aussi, je semi-spoil de ce qui se passe dans la saison 1. Alors... Bon, évidemment, c'est très compliqué d'en raconter plus sur l'histoire. Ouais. Parce une réalité alternative de ce qui se passe dans la saison. C'est-à-dire, c'est le point de vue de notre personnage, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est... en fait, le thème central, mais tu l'as très très bien identifié de la série, c'est celui de la vie après la mort. Mais en fait, c'est aussi celui, quelque part, du voyage entre ce qu'on pourrait considérer être des dimensions qui sont très proches les unes des autres, mais où les choses, certains détails sont sensiblement différents, où les êtres vivants, les êtres humains, ont des vies sensiblement différentes, même s'il y a des parallèles à faire. Alors, c'est aussi, comme tu l'as dit, le thème de la captivité. Mais il y a un côté, quand même, dans la série, un peu les Thanatonautes. Alors, je sais pas si tu connais ce livre Bernard Werber. Je le connais, de nom, mais je l'ai jamais lu. Alors, il faut avoir lu Les Fourmis, mais il faut avoir lu aussi Les Thanatonautes,
là aussi pour l'atmosphère que ça apporte, et tu vois, tu me parles d'atmosphère lynchien, ça m'y ferait un petit peu penser. Dans les Thanatonautes, les personnages essayent de voyager dans l'au-delà en se stimulant volontairement des expériences de mort imminente. D'ailleurs, c'est marrant, mais VOA pourrait très très bien être pour moi une série écrite par Bernard Werber. Ça me choquerait pas plus que ça. Et le thème est évidemment très bien traité, vraiment captivant, et en tout cas avec moi, il a très bien fonctionné. Avec vous, il peut aussi très bien fonctionner. Il y a d'autres thèmes qui sont très bien abordés dans la série, celui de la diversité, avec notamment des personnages LGBT très présents et très charismatiques. J'ai pas eu beaucoup l'occasion, même si c'est de plus en plus le cas, d'avoir des personnages aussi importants dans des séries qui représentent des diversités de ce type-là, même des personnages qui sont atteints de déficience mentale. Donc il y a celui de la diversité au sens large. Et puis il y a quelque chose qui me plaît énormément dans cette série, c'est qu'elle capitalise sur une chorégraphie de danse. Je vous dirai pas pourquoi, mais il y a une chorégraphie de danse dans cette série qui peut tout à la fois être hyper originale, mais aussi paraître très grotesque. C'est-à-dire que si tu la prends comme ça en plein milieu d'un épisode, t'as cette chorégraphie qui peut amener à faire rire la personne qui regarde la série. Et je sais que j'ai des amis qui, à partir du moment où ils ont vu cette chorégraphie dans la série, juste se sont dit, mais je regarde quoi ? C'est grotesque, ça me fait rire. Pour la petite anecdote, vous verrez des flash mobs, je vais vous dire un petit peu après pourquoi, mais où des personnes reproduisent cette chorégraphie. Je crois que c'est le frère du co-créateur de la série qui est chorégraphe et qui a écrit la chorégraphie. La narration de la série est vachement bien foutue. Moi, j'ai trouvé ça hyper original de par la structure globalement de l'histoire, saison 1, saison 2, et ça sort pas mal des canons de scénario habituels qu'on peut être amené à voir. Et c'est un truc qui me paraît très important, mais qui permet aussi de recommander la série, c'est que pour moi, les saisons peuvent presque, je dis bien presque, hein, ça c'est limite, mais se suffire à elle-même. C'est-à-dire que tu peux presque considérer la saison 1 comme étant aboutie, et la saison 2, quelque part, un petit peu aussi aboutie, même s'il y a plein d'ouvertures pour lesquelles on est vexé de pas avoir de conclusion. Mais il y a vraiment cette complétude de chaque saison qui mérite pour moi de voir VOA et de voir les 2 saisons, même si ça a été annulé. Et alors, il y a un truc qui est assez génial à la fin de la saison 2. Bon, si vous pensez que je vais trop spoiler, je vous autorise à mettre pause et à avancer de quelques minutes pour la conclusion. Mais le point ultime qui me plaît, c'est que à la fin de la saison 2, il y a un mix entre ce qui se passe dans la série et la réalité, à savoir le fait que la série a été annulée, qui s'entremêle un peu, et on pourrait presque trouver une cohérence narrative à l'histoire dans le fait que la série a été annulée. Alors d'ailleurs, ça a fait l'objet de théories sur Reddit qui ont été développées, alors qu'on peut voir comme étant très farfelues, mais qu'on pourrait aussi voir d'un autre côté comme étant des opportunités de médiatisation de la série par Netflix qui seraient extrêmement originales. Et en tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que la série, le fait qu'elle ait été arrêtée, ça fait partie de ces quelques séries sur lesquelles il y a eu des vrais vents de protestation de la part du public. Je le disais tout à l'heure, il y a eu des flash mobs dans plusieurs villes, un peu partout dans le monde d'ailleurs, avec la chorégraphie de la série. Ils ont été jusqu'à acheter des panneaux pub à Times Square pour soutenir le fait qu'ils voulaient que la série revienne. Il y a des personnes qui ont fait des grèves de la faim en espérant faire revenir. En espérant faire revenir la série. Et d'ailleurs, les créateurs et les acteurs principaux de la série sont un peu gênés parce que, alors il y a Isaac Jackson dont je parlais tout à l'heure qui disait tenez bon, en gros, tu vois, il lâchait des petits clins d'œil en disant continuez à espérer, tu vois, il essaie d'imaginer que peut-être il pourrait y avoir malgré tout une suite. Et récemment, il a lâché parce qu'il a bien vu qu'a priori il y avait récemment, c'était l'an dernier, je crois. Il a bien vu qu'il y avait des personnes qui attendaient beaucoup trop la série et que vraisemblablement elle serait pas du tout renouvelée. Et ça pose des questions en fait. C'est ça que je trouve génial, c'est que est-ce que la rentabilité d'une série pour Netflix doit être garantie à chaque fois? Est-ce que au nom de la création d'une histoire aussi originale et captivante pour beaucoup de monde, il n'y a pas que moi qui ai beaucoup apprécié la série, elle a fait l'objet de beaucoup de critiques, mais elle a aussi eu beaucoup d'engouement. Est-ce que finalement toutes ces séries, sous prétexte qu'elles ne sont pas suffisamment rentables pour Netflix, devraient forcément être annulées? Tu vois, ça me fait penser un peu à des entreprises qui vendent des produits, si je dis pas de bêtises, les constructeurs de jeux vidéo qui vendent des consoles, mais parce qu'ils se rattrapent après sur d'autres choses. Finalement, c'est presque triste de se rendre compte que Netflix veut absolument rentabiliser tout ce qu'ils font, même si on peut
comprendre que pour une entreprise, c'est important d'être rentable et que sans ça, c'est un petit peu compliqué. Alors en tout cas, ils ont pris la parole, notamment Jason Isaacs, qui a dit que VOA ne reviendra pas. Nulle part. Il a dit, je veux dire, parce que Netflix, a priori nulle part. C'est nul, c'est foutu, mais peut-être ailleurs. Netflix, c'est foutu et a priori, ils ont suffisamment verrouillé les droits pour que ce soit pas possible de développer le truc ailleurs, au moins dans une période. Il dit quand même, et c'est un truc positif, nous avons fait 2 saisons qui constituent peut-être le projet le plus brillant, original et créatif auquel j'ai participé en 32 ans. C'est facile quand il y a eu des retours positifs de dire ça, hein, mais on a l'impression qu'effectivement, il y a un vrai gâchis dans cette histoire. Et il y a quand même cette espèce de doute qui plane, qui est de dire, est-ce que l'annulation de la série n'est pas un immense twist qui serait extrêmement raccord, encore une fois, avec la fin de la saison 2, qui ne pourrait qu'inciter les gens à se jeter dessus le jour où elle pourrait être réannoncée. Bon, je vous développe pas toutes les théories qui ont pu être faites sur Internet à ce sujet-là, et puis beaucoup sont sans doute complètement farfelus, mais vraiment, il y a quelque chose de très intéressant, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, en conclusion, je vous invite à regarder cette série, même si elle était annulée, parce que la manière dont elle se termine à la fin de la saison 2, on est presque content de savoir qu'elle est annulée, ou on serait extrêmement content de savoir si elle était renouvelée, parce que la fin est celle-ci. Justement, mais alors, la question que je me pose, c'est si justement l'annulation de la série est intégrée à la narration, donc dans une sorte de mise en abîme comme ça, qui serait effectivement assez intéressante, est-ce qu'il est possible de faire une saison 3 du coup ? Complètement. Et ils ont écrit 5 saisons, ils l'ont écrit depuis le départ, ils l'ont dit, il y avait 5 saisons d'écrites, et ils ont une histoire qui, pour moi, est complètement béton. Il y a des critiques à en faire sur certains éléments scénaristiques. On connaît les éléments d'histoire officiels qu'ils ont écrits ? Alors, non, on n'a jamais eu connaissance, mais les acteurs clés, notamment lui, là, Jason Isaacs, qui joue un des personnages principaux de la série, dit lui avoir entendu, et il dit même qu'il en est quelque part un peu gêné parce qu'il trouve ça absolument génial, et il est vraiment quelque part dégoûté de pas pouvoir prolonger l'aventure. Donc moi j'ai quand même l'espoir, j'ai quand même l'espoir que ça revienne un jour, peut-être parce que Netflix a tout orchestré. Ça pourrait faire une série de peut-être livres. En bouquin, peut-être en film. Un film pourrait très très bien achever le truc aussi. Il y a quelque chose quand même du non abouti, et c'est hyper dommageable, mais qui ne justifie pas pour moi le fait de passer à côté de cette série. C'est rare hein, qu'on puisse recommander, Guillaume, des séries qui sont terminées, enfin qui se sont arrêtées, qui n'ont pas été terminées pour se lancer dedans. Tu vois, ça pourrait être très dérangeant, mais là ça ne me dérange pas du tout de le faire. Non, bah écoute, c'est vrai que c'est assez marrant, c'est assez unique. Enfin, c'est pas unique que des séries soient annulées, que les gens ne soient pas contents. Exact. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, le fait que ce soit à ce point. D'ailleurs, ouais, ils avaient écrit 5 saisons. Donc, ils devaient. C'est annoncé dès le départ. D'accord, c'était annoncé dès le départ. Okay, ouais. Ils ont vendu 5 saisons à Netflix. Ils ont vendu 5 saisons à Netflix, enfin en tout cas ça a dû être signé et puis ça a été annulé en cours de route. Et pour la petite anecdote quand même, hein, les derniers épisodes ont été diffusés le 22 mars 2019, on enregistre cet épisode le 25 mars 2021 et on sait que entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu plus de 2 ans qui se sont passés. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, moi je garde l'espoir, tu vois, cette année que Netflix nous prenne par surprise en nous disant mais non, c'était pas annulé. Et je trouverais ça génial. La raison officielle de l'annulation, c'est un manque d'écoute, c'est quoi ? Rentabilité. En gros, les retours étaient très bons, disait-il, mais c'était pas suffisant pour eux. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments de théorie qui ferait que la saison 3 arriverait. C'est que la vice-présidente de Netflix a dit elle-même que ils étaient quand même vachement contents du travail et qu'ils étaient prêts à travailler avec l'équipe dans cette dimension ou dans une autre. Dans un tweet, et forcément ça alimente les envies des fans et les spéculations pour le fait que tout ça soit très important. Non mais je doute pas qu'il y ait une dimension parallèle dans laquelle il y a les 5 saisons sur Netflix. C'est clair, il faut absolument qu'on aille voyager dans les autres dimensions sur lesquelles il y a toutes les saisons, effectivement, Guillaume. Donc voilà, ça conclut. Alors je sais pas si je suis bien raccord avec le thème lynchien. Pour moi, quand même, j'y fais des vrais parallèles. Vous nous direz si jamais je suis pas assez dans la directive de David Lynch dans les commentaires de l'épisode. Vous nous direz surtout si jamais vous avez vu ou lu ce qu'on vous a recommandé et puis ce que vous en pensez. Si jamais on vous a donné envie de les découvrir, surtout dites-le aussi. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler avant la fin de cet épisode où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Bon, principalement dans Tech Café, un podcast tech qu'il est bien.
Absolument, Podcast Tech qui est très très bien et sur lesquels on a eu des retours toujours aussi positifs, d'ailleurs des chroniques que tu animes dans l'émission. Merci beaucoup en tout cas de votre côté pour écouter ces podcasts. Merci par avance de les faire connaître au travers peut-être d'évaluations, mais aussi en les partageant à votre entourage. Rendez-vous sur Paracult.fr pour retrouver tous les épisodes de Paracult et rendez-vous sur techcafé.fr pour en savoir plus sur l'actu tech semaine après semaine. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain épisode de Paracult. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.